Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoandev.co. Comme vous le voyez, nouvelle caméra, nouvel éclairage, bref, on essaye un petit peu d'améliorer la qualité de la chaîne. Donc, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a aussi un nouvel habillage sur la chaîne, un petit peu... un nouveau petit design, on va dire, autour des vidéos. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo des mardis à 18h où on fait un petit point sur quelques actus qui m'ont personnellement marqué ou des articles que j'ai trouvé intéressants dans la semaine. Ça n'a pas vocation du tout à couvrir tous les champs, mais en tout cas, je vous partage comme ça quelques exemples que j'ai bien aimés. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et puis, écoutez, on peut débuter tout de suite cette vidéo. Je vais tout de suite de ce pas partager mon écran. Et vous me voyez moi dans un petit écran tout en bas. C'est aussi une des nouveautés. Et on commence par notre petite sélection d'articles. Vous voyez, là aujourd'hui, je vous propose un épisode de podcast qui est en fait finalement un échange avec Philippe Borel. Philippe Borel qui a du coup réalisé un film qui s'appelle La bataille du libre. Et ce podcast extrêmement intéressant, il dure à peu près 1 heure. Donc vraiment, je vous invite vivement à aller écouter ce podcast extrêmement intéressant. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est le podcast Electro Monkeys, très intéressant. Et en fait dans ce podcast, la personne qui est interviewée, c'est Philippe Borel, qui a réalisé donc un documentaire qui s'appelait La bataille du libre. Et il y a une version que vous pouvez trouver, alors une version on va dire un peu plus courte, qui avait été faite pour Arte, qui dure 55 minutes. Donc je vous mettrai également le lien de ce reportage super intéressant dans les commentaires de la vidéo. Super. Donc ça, voilà, première petite partage d'informations, premier partage de ressources qui m'ont bien intéressé cette semaine. Autre information, on revient encore sur les problèmes rencontrés par OVH, puisque malheureusement, ça n'est pas encore terminé, loin de là, et OVH a dû faire face à un nouveau problème. En tout cas, déjà la semaine dernière, je crois qu'on en parlait déjà. Finalement, il y a un des data centers qu'il pensait pouvoir redémarrer qui finalement ne va pas redémarrer. Et donc c'est le data center SBG1 à Strasbourg. Finalement, il ne va pas redémarrer. Et donc ils vont déplacer les serveurs qui peuvent l'être dans différents data centers, soit sur Strasbourg, soit sur d'autres data centers, notamment je crois à Gravelines ou à Roubaix. Donc là voilà, c'était un article qui reprend un petit peu les informations. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description. C'est également pour moi l'occasion de vous dire que moi j'ai suivi essentiellement les informations et je le fais encore au quotidien grâce au compte Twitter de Octave Klaba qui partage régulièrement finalement l'état de la situation. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'on a quand même pas mal d'informations. Ils ont partagé notamment des photos des serveurs avant et après nettoyage et c'est relativement... assez impressionnant le travail qui doit être fait par les équipes spécialisées, j'imagine, qui font le nettoyage. Allez, on reste toujours dans cette actualité de OVH parce que ça anime pas mal finalement un petit peu notre milieu là, ces dernières semaines. Et donc un autre article extrêmement intéressant écrit par Anthony Pena qui est donc le titre OVH, le pire hébergeur. Et en fait, cet article extrêmement intéressant rappelle déjà quel est le métier d'OVH. Le métier d'OVH, c'est d'être un hébergeur. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont rajouté le mot cloud parce que c'est un nom en vogue, mais finalement, quel est le métier d'OVH? C'est d'être un hébergeur. Et donc, il explique concrètement que tous ceux qui expliquent qu'ils ont tout perdu suite à l'incendie du data center d'OVH et que c'est absolument scandaleux, cet article, simplement, il remet les choses à leur place. C'est-à-dire que si vous aviez, un VPS à 30 € par mois et que ça vous fait perdre 2000 € par semaine, peut-être qu'il aurait fallu penser à mettre en place des sauvegardes et pas faire une confiance aveugle à OVH si vous aviez souscrit les options de sauvegarde, parce que vous pourriez aussi très bien ne pas avoir souscrit aucune option de sauvegarde. Et là, pour le coup, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Donc cet article remet un petit peu les choses à leur place, que je trouve plutôt intéressant. Et donc,
L'article est assez fouillé, donc il y a pas mal d'éléments. Il y a quelques liens aussi en fin d'article qui pourra vous donner quelques éléments supplémentaires. Donc évidemment, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un article que j'ai bien aimé lire. Je trouvais qu'il était extrêmement intéressant. Et comme on en est dans les data centers, il y a la société Scalway, qui est également un hébergeur, qui a publié un article le 22 mars, je pense évidemment en réponse, ou en tout cas peut-être que leurs clients leur demandaient, eh bien, regardez ce qui s'est passé chez OVH, comment est-ce que ça se passe chez vous? Et donc, ils ont écrit un article extrêmement intéressant sur comment protégeons-nous vos données. Et donc, ils expliquent eh bien, toutes les stratégies qu'ils ont mis en place dans leur data center, le contexte réglementaire, etc., etc. Et puis, et que j'ai trouvé extrêmement intéressant de leur part, c'est qu'ils partagent aussi quelques informations, quelques incidents qu'ils ont déjà rencontrés, notamment des problèmes d'onduleurs ou de batterie qui explosent. Et ils partagent eh bien, des anciens soucis qu'ils avaient eus. Là, par exemple, si je lance la vidéo, je crois qu'à un moment donné, il y a un onduleur ou une batterie qui explose. On voit ça sur la vidéo. En fait, ça peut arriver dans les data centers. Il y a pas mal de trucs électroniques, etc. Et donc, forcément, à un moment donné, regardez, voilà, là, c'est en train d'exploser, c'est en train ça va prendre feu, ça peut être un départ d'incendie. Donc, ils ont cette transparence-là de dire que bien, ça arrive, ça peut arriver dans les data centers. Le tout, c'est comment est-ce que l'on peut réagir à ça, comment est-ce qu'un data center doit mettre en place un certain nombre d'éléments, on va dire, pour se prémunir de ça. Et donc chez Scalway, ils expliquent qu'ils ont eu effectivement plusieurs fois des onduleurs qui explosent, ou par exemple, là ils partagent ça, par exemple c'était le 2 juin 2019, ils expliquent qu'un bâtiment voisin de leur data center a également pris feu. Donc ça peut arriver. Et j'ai trouvé que c'était intéressant cet article, parce que du coup ça remet du concret dans ce qu'est un data center, parce qu'on a tout maintenant dans le cloud sans trop se poser la question, mais finalement au bout du bout, il y a vraiment des serveurs connectés, alimentés par de l'électricité, il y a des onduleurs, il y a des batteries, il y a des choses sensibles, et j'espère au moins que tout cet épisode autour de ce data center d'OVH va peut-être permettre de reprendre conscience d'un certain nombre de choses. Rien n'est magique, et donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Allez, on va clore un petit peu toute cette partie sur les data centers, et je vous partage un article de Renis Greenberg, je ne sais pas comment on le prononce, désolé pour la prononciation, un article extrêmement fouillé sur comment optimiser sa CI. Et vous avez un article extrêmement intéressant qui va vous donner des astuces pour réduire le temps d'exécution de vos pipelines d'intégration continue. Il y a vraiment plein d'exemples qui sont donnés. Notamment, j'ai beaucoup aimé la partie qui parle des caches et des artefacts qu'on peut retrouver sur GitLab ou CircleCI. Donc là, vous avez pas mal d'informations extrêmement intéressantes. Donc je vous invite vivement à aller consulter cet article qui est vraiment très poussé, très pointu, avec vraiment beaucoup d'informations extrêmement pratiques. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Et puis à la fin de l'article, vous avez même une suite à cet article que je n'ai personnellement pas encore consulté, mais je me le suis mis dans ma shortlist. Donc, vous pouvez aussi aller plus loin et voir comment est-ce qu'il propose de faire des tests performants avec Beat et Selenium. Allez, autre actu, on change aussi de sujet, c'est la sortie de Bootstrap 5 Beta 3 le 23 mars dernier. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé dans cette nouvelle version, c'est qu'ils ont finalement rafraîchi les exemples qui sont donnés, c'est tout bête, notamment les headers ou les heroes. Par exemple, on a des nouveaux exemples de headers qui sont prêts à être utilisés. On peut copier-coller les codes comme ça. Pour ceux qui utilisent Bootstrap, c'est toujours pratique d'avoir des petits bouts de code déjà tout prêts à être réutilisés. Donc ça, j'ai trouvé pas mal. Pareil pour les heroes, vous avez quelques nouveautés, donc ça permet comme ça de se donner quelques petites idées de mise en page. Bon voilà, il n'y a pas une grosse modification, on va dire, dans cette version-là. Vous avez la documentation qui a été légèrement rafraîchie, puis vous retrouverez de toute façon dans l'article qui sera dans les liens de la description, le détail de toutes les nouveautés de cette version.
Un autre, alors cette fois-ci, c'est pas un article, mais c'est un post Twitter, mais c'est aussi, aussi une façon de se tenir au courant. Un post Twitter de Nicolas Gricas, pardon, qui posait la question de est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est pertinent d'inclure la librairie PHP Unit dans nos dépendances, ou est-ce que c'est pas forcément une bonne idée? Et toute la question autour de ça. Et donc, il y a eu pas mal d'échanges en dessous de son tweet qui sont tout aussi intéressants. Donc, je vous invite vivement à aller déjà suivre ce compte qui est vraiment, si vous faites du Symfony, il faut suivre ce compte. Il n'y a absolument aucune hésitation. C'est toujours extrêmement intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce compte Twitter. Et enfin, dernier sujet. Et sur le site de Corben, le maître des internets, qui a un article extrêmement intéressant sur une information qui, elle, pour le coup, n'est pas drôle du tout. C'est un article sur Richard Stallman, qui est l'un des pères fondateurs, pratiquement, en tout cas un élément qui a été extrêmement actif dans la philosophie du logiciel libre et qui, bien, en fait, là, souhaite réintégrer le conseil d'administration, en tout cas, souhaite revenir, on va dire, dans la Free Software Foundation, sauf que ça pose un énorme souci puisque visiblement, il serait accusé d'un certain nombre d'agressions sexuelles, de comportements déplacés, etc., etc. Et du coup, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Corben. Hein. Je pense qu'il n'est plus le bienvenu dans cette communauté. Il n'a plus rien à y faire. Et moi, je suis d'avis qu'on lui dise « Ciao, ciao, Richard, maintenant c'est bon, on ne veut plus de toi. Tu n'es plus le bienvenu dans ce milieu-là. » Parce que pour moi, dans le milieu du logiciel libre, il y a aussi cette question-là d'ouverture et ces propos, ces agissements sexistes sont absolument, à mon avis, n'ont absolument pas leur place, ni là ni ailleurs, de toute façon. Voilà, on finit sur cette note pas forcément très joyeuse, mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, on a fait le tour de notre info. Je vais arrêter là parce que la vidéo fait 12 minutes et j'essaye que ça dure pas trop longtemps. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette nouvelle configuration vous plaît aussi. J'ai l'impression qu'il y a des petits lags de vidéo, mais promis, on va ajuster ça dans les jours et les semaines à venir. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Sinon, je vous donne rendez-vous samedi à 9 h pour la suite de notre série où on suit un projet Symfony de A à Z. Et dans le prochain épisode, ça va être super intéressant puisqu'on va améliorer nos tests unitaires, on va écrire des tests fonctionnels et on va mettre tout ça dans notre pipeline d'intégration continue. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée, etc. etc. et je vous dis à bientôt. Ciao!